Cet après-midi, je vous raconte surtout une cuisante défaite, celle de l'empereur que le cinéaste Ridley Scott met à l'honneur dans son dernier film sorti aujourd'hui, Napoléon Bonaparte. Je dois vous prévenir, je ne serai pas commandant en second, mais c'est par le feu que je l'emporterai. Je suis destiné à de grandes choses. La véritable histoire de la bataille de Waterloo ou la chute de Napoléon. Quels sont les principaux enjeux mémoriels de cette bataille? Qui porte la responsabilité de la défaite? Quel récit Napoléon Bonaparte en a-t-il fait? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 1er mars 1815 et personne ou presque ne comprend véritablement ce qui se passe vraiment lorsque quelques dizaines de chaloupes touchent terre à Golfe-Juan entre Cannes et Antibes. Des douaniers sont bien là pour observer ce gros millier d'hommes qui se rassemblent sur la plage, mais pas grand monde n'a conscience de ce qui se joue là, au premier jour d'une épopée qui va tant faire pour la légende d'un homme hors du commun, j'ai nommé Napoléon Ier. C'est le premier des 100 jours, c'est le début du vol de l'Aigle, cette marche implacable qui ramène l'empereur à Paris et qui conduit au départ précipité de Louis XVIII. Dans sa proclamation rédigée en pleine traversée, Napoléon l'annonce clairement avec ces quelques mots. Français, dans mon exil, j'ai entendu vos plaintes et vos vœux. Vous réclamez un gouvernement de votre choix qui seul est légitime. Un an à peine après sa première abdication, celui que ses adversaires ont surnommé l'ogre corse est donc de retour, bien décidé à laver l'affront que les grandes puissances européennes coalisées lui avaient infligé un an plus tôt. En avril 1814, ses adversaires avaient à jouer l'humiliation à la défaite, en réduisant le rôle de l'empereur déchu à celui de Roitelet-Fantoche de l'île d'Elbe, ce petit confetti de terre qui surnage entre la Toscane et sa Corse natale. Depuis, et tandis que la Restauration a commencé avec le retour de Louis XVIII sur le trône de France, l'Europe n'en finit pas de discuter âprement des conditions d'un nouvel ordre européen au Congrès de Vienne. C'est d'ailleurs, pour la plupart, là que les souverains et les diplomates d'Europe apprennent le coup de force de leur vieil adversaire au beau milieu de leurs négociations. Napoléon est de nouveau là, et très vite l'Europe s'affole au gré de la remontée triomphale du souverain déchu qui voit la France s'ouvrir devant lui. La restauration des Bourbons n'a pas convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire, et avec cet instinct politique légendaire qui est le sien, Napoléon l'a bien senti, la France n'attend que lui. Jour après jour, chacun des régiments qu'on envoie pour lui barrer la route se rallie aux célèbres bicornes de feutre noir de l'empereur. Le maréchal Ney, qui s'était fait fort de, je cite, ramener l'ogre dans une cage de fer, finit par tomber dans les bras de son ancien maître à Auxerre. Et le 20 mars, tout est joué. Louis XVIII et la cour quittent la France en catastrophe pour la Belgique, tandis que Napoléon retrouve le palais des Tuileries. Mais la route qui mène à Waterloo, elle, ne fait que commencer. On peine à mesurer la peur et la consternation que provoque en Europe l'annonce du retour de l'empereur. Pourtant, pour les grandes puissances du continent, comme pour les petites, le retour de l'Aigle est le plus souvent vécu comme une catastrophe. L'exil de Napoléon avait signé la fin d'une interminable série de guerres, un quart de siècle de désordre, de batailles, de massacres et de crises politiques directement ou indirectement provoquées par la Révolution française et par l'ascension du caporal Bonaparte, devenu premier consul avant de prendre le titre d'empereur en 1804. Pour beaucoup en Europe, le retour de Napoléon, c'est le retour de la guerre permanente, cette guerre qu'on croyait enfin éteinte depuis un an. Alors, tant pis si Napoléon jure ses grands dieux qu'il ne veut que la paix avec ses voisins. À travers toute l'Europe, les tractations s'engagent et une nouvelle coalition, la 7e tout de même, s'organise. Et la liste de ses membres est longue, très longue même. L'Angleterre, l'Autriche, l'Espagne, le Portugal, la Prusse, la Russie, la Suède, les Pays-Bas, la Saxe, la Bavière, Naples, la Suisse et j'en passe. Toute l'Europe, ou presque, se rassemble pour faire échec à celui qu'elle désigne dans une formule fameuse comme l'ennemi et le perturbateur du repos du monde. Partout on mobilise, partout on bat le tambour. Napoléon sait bien que le temps est compté. Il a des atouts pourtant. Même battue l'année précédente, la France a conservé une puissance militaire considérable.
Son armée, cette grande armée que l'empereur reconstitue à vive allure, est l'une des plus expérimentées du monde et son chef inspire toujours une loyauté vibrante. Son retour triomphal l'a bien montré. Beaucoup, parmi les grognards, sont prêts à donner leur vie sans état d'âme pour l'honneur, pour la patrie et pour l'empereur aussi. Face à une coalition dont les effectifs dépassent et de loin ceux de la Grande Armée, Napoléon retrouve ce sentiment d'urgence vitale qu'il connaît bien et qui lui a permis d'obtenir ses plus grands succès au temps de sa splendeur. La menace est mortelle et elle s'incarne dans la tenaille qui risque à tout moment de se refermer sur la France par le nord avec la jonction en Belgique des deux forces les plus puissantes de la 7e coalition, l'armée anglaise commandée par le comte et futur duc de Wellington, Arthur Wellesley, et la prussienne commandée par le feldmaréchal Gerhard von Blücher. Début juin, Napoléon décide de renouer avec le vieux principe qui prétend que la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est à peine un choix d'ailleurs. Pour empêcher la jonction des deux armées qui l'attendent, l'anglaise et la prussienne, l'empereur compte se glisser entre les deux pour affronter un seul adversaire à la fois avant de fondre sur Bruxelles. C'est un va-tout, oui, mais un va-tout audacieux qui évoque les meilleures heures du Premier Empire et de ce règne marqué par les victoires fulgurantes. Le 14 juin 1815, l'empereur signe la proclamation suivante. L'honneur et le bonheur de notre pays sont en jeu, et Français, le moment est venu de vaincre ou de mourir. Le lendemain, Napoléon passe la Sambre et entre en Belgique. Il est sûr de ses forces. Sur le papier, avec 120 000 hommes et 370 canons, il l'emporte sur chacun de ses deux adversaires, Wellington et Blücher. Le premier dispose de 100 000 hommes et 200 canons. Le second, de 124 000 hommes, certes, mais 312 canons seulement. Pour peu que ces deux ennemis ne parviennent pas à converger, l'aigle a toutes ses chances. Le 16 juin, Napoléon remporte un premier succès tactique en battant Blücher à Ligny, entre Charleroi et Namur. Mais l'armée prussienne parvient à sauver l'essentiel en se retirant en bon ordre. Bonaparte prend alors une décision qui va se révéler lourde de conséquences. Avec 33 000 hommes, il lance à la poursuite des Prussiens l'un de ses fidèles, le marquis de Grouchy, qu'il vient tout juste de bombarder maréchal. Le 17 est une journée de mouvement. La Wellington Coalition se replie vers le nord et se retranche en urgence sur le vaste plateau de Mont-Saint-Jean, situé à 20 km de Bruxelles et à quelques centaines de mètres du petit village de Waterloo. Avec ses 74 000 hommes et 240 canons, Napoléon pense avoir l'avantage pour en découdre avec le général irlandais qui ne dispose là que, si j'ose dire, de 70 000 soldats et de 159 canons. Mais l'Irlandais n'a pas choisi sa position au hasard. Le plat pays ne l'étend pas autant que ça, Wellington profite du relief pour installer ses troupes les plus précieuses sur la crête qui surplombe le plateau, d'où il domine la plaine. Au soir du 17 juin, l'armée française arrive sur le champ de bataille. Fatigués par une marche forcée, les soldats ont faim, le ravitaillement se fait attendre et tout est trempé autour des bivouacs qu'on monte alors à la va-vite sous une pluie battante, l'une de ces pluies de printemps violentes qui trempent la terre et qui remplissent les fossés. L'empereur pourtant ne se démonte pas. Le soir, il confie avec assurance à son état-major: « Je vous dis que Wellington est un mauvais général, que les Anglais sont de mauvaises troupes et que ce sera l'affaire d'un déjeuner. » 10 ans plus tôt, à Austerlitz, le soleil avait dissipé le brouillard matinal pour offrir à Napoléon l'une de ses plus belles victoires. À Waterloo, le soleil est bien revenu le 18 juin 1815, mais trop tard. Toute la nuit, l'orage s'est abattu sur la plaine accidentée de Belgique. Quand l'aube commence à pointer, elle tombe encore au milieu des plaques de brume qui s'effilochent lentement. On glisse dans la boue et dans la glaise qui colle aux souliers. Partout, les hommes peinent à préparer les chevaux, à sécher la poudre, à déplacer les affûts des canons. La toile des uniformes, le cuir des sangles, des selles et des baudriers, tout est froid, tout est gorgé d'eau. Les champs sont des fondrières, les fossés de petites rivières. Sous la tente de l'état-major, Napoléon patiente. Lui qui voulait lancer ses troupes à 9 heures, retarde son ordre en attendant que le soleil assèche un tant soit peu la plaine. 2 heures et demie plus tard, l'ordre d'attaquer est enfin donné. L'artillerie se met en place tant bien que mal, les chevaux s'ébrouent, les fantassins vérifient les fusils. L'assaut français se déchaîne alors sur le centre
du dispositif de Wellington. Un déluge de mitrailles, de balles et de feu s'abat sur les fermes ennemies d'Hougoumont et de la Haie-Sainte, fortifiées à la hâte par les Anglais. Mais la résistance anglaise surprend les Français par son héroïsme indéniable. Les poussées s'enchaînent et les faits d'armes se succèdent tout l'après-midi, sans résultat véritablement probant. À la ténacité des Anglais répond l'acharnement des Français, et la succession des assauts finit par épuiser l'ennemi, qui manque de munitions. La cavalerie multiplie les charges contre les lignes ennemies pour casser les lignes des tireurs d'élite anglais, et l'artillerie pilonne l'infanterie anglaise, même si la boue en diminue l'effet. Au lieu de ricocher sur le sol en causant des ravages, les boulets s'enfoncent dans la terre humide. Mais le rouleau compresseur français, certes ralenti, fonctionne tout de même. Vers 5 heures, tandis que les munitions commencent à lui manquer, Wellington sent que la situation se complique. « La nuit, ou bien les Prussiens nous sauveront », s'exclame le général. C'est alors que se produit le coup de théâtre qui change le sort de la bataille. À l'est, on signale soudain une foule d'hommes en armes qui se dirigent vers Waterloo. Pendant quelques instants, Napoléon croit que l'affaire est gagnée. Ces milliers de soldats, ce n'est peut-être que Grouchy qu'on a fait appeler avec ses 30 000 fantassins. La suite sera tout autre. On la connaît par quelques-uns des vers les plus célèbres de Victor Hugo dans Les Châtiments, lorsqu'il décrit Napoléon l'œil sombre collé à sa lunette d'approche. Soudain joyeux, il dit « Grouchy ». C'était Blücher. L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme. La mêlée, en hurlant, grandit comme une flamme. Car oui, ces troupes qui engagent les forces françaises sur leur flanc droit, ce sont bien les troupes de Blücher, ou plutôt de son lieutenant Friedrich von Bülow. Ce coup de boutoir tourne vite à la menace mortelle pour les Français, qui sont pris entre deux feux. Et tandis qu'un combat acharné s'engage, l'impensable se produit. Depuis la colline, l'état-major, Napoléon confie la suite des opérations au maréchal Ney, avant de se retirer sous sa tente, épuisé et mal en point. Dans un geste désespéré, le héros de la Moskowa tente une charge fantastique en lançant toute la cavalerie française à l'assaut du plateau pour soulager l'infanterie, mais sans aucune préparation d'artillerie préalable. C'est beau, c'est grandiose, et ça manque de réussir vers 18h lorsque les Français emportent enfin la Haie-Sainte au centre des lignes anglaises. Mais c'est un suicide. Sur le flanc gauche, l'effort des Prussiens ouvre des brèches de plus en plus béantes. Remis de son coup de faiblesse, l'empereur lance alors ses meilleures troupes dans un dernier effort. Le corps d'élite de la garde impériale opère une formidable poussée humaine, de celles qui ont si souvent sauvé des situations mal engagées. Mais les forces brisent sur un feu roulant qui fauche les hommes comme la tempête abat les blés. Les hommes tombent par grappes entières, les corps retombent déchiquetés sous les balles, la mitraille et les coups de sabre. Sans jamais faillir à l'honneur et sous les yeux de l'empereur, l'élite, qui ne lui a jamais manqué, échoue cette fois à changer le sort de la bataille. À 20h15, la mort dans l'âme, Napoléon Bonaparte donne l'ordre de la retraite. Les troupes françaises reculent alors, protégées par l'héroïsme des derniers carrés. On brûle la cervelle des chevaux, on se tue parfois pour ne pas tomber dans les mains anglaises ou prussiennes, mais on recule. Le désastre est absolu. Et l'empereur sait bien que tout est perdu. Il parvient à regagner Paris, mais ce n'est que pour y abdiquer en faveur de son fils, le 22 juin 1815. Un dernier geste politique qui n'est que de pure forme. Le retour de Louis XVIII n'est plus qu'une question de jours. Un retour qui n'empêche d'ailleurs pas les troupes alliées de poursuivre leur avancée dans le pays. Et ce n'est que la première conséquence d'une des plus grandes défaites que l'armée française ait connue. Les 100 jours se terminent sur un désastre donc. Un désastre, oui, mais un désastre héroïque, qui en fait aujourd'hui encore une journée ambiguë dans la mémoire collective. Sur le plan purement comptable, Waterloo n'est pas la plus meurtrière des batailles napoléoniennes, loin de là. Dans cette célèbre morne plaine que décrit Victor Hugo, 10 000 hommes sont morts, tous camps confondus. C'est beaucoup, oui, mais c'est 7 fois moins qu'à Wagram, à Leipzig ou sur la Moskowa. Mais si le 18 juin 1815 a tant marqué les esprits, c'est bien sûr parce qu'elle signe la fin des 100 jours et du Premier Empire, mais aussi parce qu'elle est un concentré de violence absolument inouïe en quelques heures seulement. Il n'y a eu
Que 10 000 morts à Waterloo, oui. Mais tous ces hommes sont morts en une petite dizaine d'heures à peine. Et 22 000 autres ont été blessés, souvent mutilés d'une manière atroce. La victoire alliée est totale, mais son coût humain est effroyable, avec 4 500 morts du côté des Anglais et des Prussiens, sans oublier 13 000 blessés et 3 600 disparus. Avant d'être la défaite de trop pour Napoléon, Waterloo a d'abord été ceci. Un ouragan de violence, une boucherie rarement vue jusqu'alors. Certains régiments ont subi des taux de pertes qu'on n'avait jamais vus jusque-là, comme le 27e d'infanterie, d'Enniskilling, un régiment de fusiliers irlandais qui a perdu les 2/3 de ses hommes en 45 minutes. Le siècle ne s'y est pas trompé, et Victor Hugo, encore lui, en a laissé une description saisissante bien des années plus tard dans Les Misérables, quand il écrit ces lignes. Alors ce fut effrayant. Les boulets faisaient des trouées dans les cuirassiers faisaient des brèches dans les carrés. Des files d'hommes disparaissaient, broyés sous les chevaux. Les baïonnettes s'enfonçaient dans les ventres de ces centaures. Les carrés, rongés par cette cavalerie forcenée, se rétrécissaient sans broncher. Ce n'étaient plus des bataillons, c'étaient des cratères. Ces cuirassiers n'étaient plus une cavalerie, c'était une tempête. Chaque carré était un volcan attaqué par un nuage. La lave combattait la foudre. Au soir de la bataille de Waterloo, le bilan est tel que Wellington en personne, pourtant victorieux, aura ces mots « Dieu, j'espère avoir combattu ma dernière bataille ». Si la violence de Waterloo a marqué les esprits, c'est à cause de l'engagement total des combattants, bien sûr, mais aussi parce qu'ils ont utilisé des armes et des munitions nouvelles, comme les premiers shrapnels, ces boulets creux, remplis de billes d'acier qui explosent en l'air avant de ravager les rangs des troupes ennemies à près d'1 kilomètre de distance. Les hommes ont même utilisé à Waterloo des fusées Congrève, une sorte d'ancêtre des roquettes modernes tirées à près de 2 kilomètres du front, depuis leur rampe de lancement. Un détail affreux, une autre forme de violence aussi. Les morts de Waterloo n'ont jamais bénéficié d'une véritable sépulture. La plupart des corps ont été brûlés ou enterrés à la va-vite dans des fosses communes, au point qu'on ne conserve aujourd'hui que 2 squelettes complets de combattants, ce qui paraît invraisemblable pour une bataille de cette envergure. Mais cette violence n'est jamais qu'une des mémoires de la bataille, l'un des récits possibles d'un événement majeur dans l'histoire de l'Europe. Et ces récits se font évidemment concurrence. Le souvenir allemand ou anglais de Waterloo n'est pas le même que celui qu'on en garde en France, où cette mémoire s'est longtemps concentrée sur une défaite glorieuse, un désastre plein de panache, un peu comme à Dien Bien Phu, un siècle et demi plus tard, comme le fait d'armes qu'on a longtemps retenu dans la mémoire nationale, symbolisé par l'héroïsme du dernier carré de la vieille garde et par un mot, ce fameux mot de Cambronne dont il existe 2 versions. La première, c'est le célèbre « La garde meurt et ne se rend pas », jeté par ce vieux compagnon de l'empereur aux officiers anglais qui lui ordonnait de déposer les armes. La seconde, que Victor Hugo a rendue célèbre, eh bien disons qu'elle est moins courtoise et plus lapidaire, mais tout aussi française à sa manière. Quelle que soit la version qu'on retient, on oublie pourtant un peu vite ce que le principal intéressé n'a pas cessé de répéter au cours de son existence. Sur son lit de mort, Cambronne le disait encore, il n'a pas dit merde, il n'a pas dit non plus que la garde meurt et ne se rend pas. Le vieux héros dont la bravoure au feu n'est pas un instant contestable, n'a rien dit à Waterloo pour 3 excellentes raisons. D'abord, il avait reçu une balle le long de la tempe. Ensuite, il n'est pas mort, enfin, il s'est rendu. Et dans la boue de Waterloo, ce n'est pas que le sort de Napoléon Ier qui s'est joué. C'est aussi celui d'un continent déchiré par 20 ans de guerres incessantes. On se dispute encore chez les militaires comme chez les historiens pour savoir si la bataille de Waterloo aurait pu tourner autrement. Que se serait-il passé si Grouchy avait coupé la route aux Prussiens, si Ney avait préparé un peu mieux la dernière charge, ou si Napoléon n'avait pas été diminué par la maladie? Par définition, on ne le saura jamais. Ce qu'on sait, c'est que Waterloo fait partie de ces batailles qui changent l'histoire d'un continent. La chute de l'Aigle est aussi celle d'un homme, bien sûr. Un mois plus tard, Napoléon se livre aux Britanniques et cette fois,
On ne prend aucun risque. Exilé loin de tout sur la petite île de Sainte-Hélène, au beau milieu de l'Atlantique, l'empereur déchu subit un exil de 6 ans, qui s'achèvera par sa mort en 1821. À cette date, le visage de l'Europe a déjà changé au lendemain du second traité de Vienne signé à l'automne 1815. Pour la France, le coup est rude. Ramené à ses frontières de 1790, le pays a perdu ses places fortes, subi 5 années durant l'occupation de 150 000 soldats étrangers et doit payer des indemnités de guerre qui ruinent ses finances. Pour le continent, la fin de l'aventure impériale signe en revanche une période de paix relative et inédite. Non seulement la bataille met fin à 7 siècles d'hostilité entre la France et l'Angleterre, mais jusqu'en 1914, aucun affrontement à grande échelle n'embrasse plus l'Europe. Même la guerre de 1870 restera un conflit court entre la France et l'Allemagne, sans embarquer tout le continent dans le conflit. Que reste-t-il de Waterloo aujourd'hui ? Un souvenir amer, celui d'un passé toujours sensible, et le 200e anniversaire de la bataille l'a bien montré, en prouvant que Waterloo continue de diviser l'Europe et même sa monnaie commune, l'euro. En 2015, lorsque le Trésor belge... Historiquement vôtre. David Chantrane, merci d'être resté avec nous sur Europe 1. Quels sont aujourd'hui les principaux enjeux mémoriels qui concernent la bataille de Waterloo ? Ils sont de plusieurs natures, ces enjeux. Tout d'abord, vous l'avez très bien rappelé, c'est que Waterloo reste un moment marquant de l'histoire européenne, parce que de chaque côté des combattants se trouvent, par exemple, des Belges qui ont participé parce que, engagés d'un côté ou contraints de l'autre, eh bien, ils étaient finalement dans ce maelstrom militaire, et que cet enjeu mémoriel, eh bien, ils le portent encore en eux. Quand on va sur place à Waterloo, il y a un monument tout à fait majeur qui se trouve au-dessus de Braine-l'Alleud, l'un des endroits de la bataille, c'est cette fameuse butte du Lion. Eh bien, cette butte du Lion, elle est tout à fait révélatrice parce qu'elle marque l'emplacement où le prince d'Orange a été blessé, et on a voulu montrer qu'avec ce monticule qui était érigé, il y avait un événement majeur qui s'était déroulé là, c'est-à-dire qu'on avait blessé un prince et que cette blessure, elle marquait un basculement dans le destin européen. Et bien, de la même manière, il y a différents lieux autour de Waterloo qui sont à la fois des musées, à la fois des mémoriaux, à la fois des monuments, et que chacun, que ce soit d'un côté prussien, d'un côté britannique, d'un côté français, chacun cherche un peu à tirer la couverture à soi en essayant de montrer que l'aspect mémoriel, il est peut-être plus important que la bataille elle-même. Oui, en France, l'acteur central de Waterloo, c'est évidemment Napoléon. Mais qu'en est-il justement des autres pays impliqués dans la bataille ? Est-ce que la mémoire de Wellington et de Blücher est aussi vive ? Très vive parce que lorsque en 2015 il y a eu ce bicentenaire de la bataille, les héritiers, les descendants de Blücher, de Wellington et le prince Napoléon lui-même se sont réunis à Waterloo. Donc ils portent en eux cette bataille comme étant une sorte de moment majeur à la fois de leur histoire personnelle et familiale, mais aussi plus largement de l'histoire européenne. Et par exemple pour Wellington, chaque année à la date anniversaire de la bataille de Waterloo, il donnait un grand banquet, tout d'abord pour célébrer bien évidemment sa victoire, mais aussi pour se rappeler que, parce qu'il était un grand vainqueur, il fallait de grands adversaires, et en l'occurrence Napoléon. On sait qu'à l'époque, d'ailleurs, Napoléon était, on le sait, il mourra le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène, eh bien, il était dans la mémoire de chacun, et en valorisant, en élevant le souvenir de son adversaire, Wellington, d'une certaine manière, par ruissellement, montrait qu'il était aussi un grand général. La bataille de Waterloo se déroule durant la période des 100 jours qui s'étale évidemment de mars à juillet 1815 et durant laquelle l'empereur déchu reprend le pouvoir. Qu'est-ce qui motive le retour de Napoléon un an après sa première abdication ? Est-ce que, comme il le disait, il y avait vraiment des Français qui réclamaient son retour ? C'est pas tout à fait ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il a voulu, ensuite, il l'a raconté à Sainte-Hélène, il a voulu rappeler qu'il était appelé comme un sauveur, comme un héros, ce qu'il a été une partie, mais c'est un peu exagéré. Il y a 3 raisons essentielles qui expliquent son retour. Tout d'abord, lorsqu'il a abdiqué en 1814 à Fontainebleau, le 6 avril, il était prévu dans le fameux traité de Fontainebleau qu'il reçoive 2 millions de francs or pour à la fois subvenir aux besoins qui étaient les siens à l'île d'Elbe, mais aussi pour entretenir une certaine petite cour et puis quelques soldats, parce qu'il n'était pas prisonnier. Il était sous surveillance, mais il n'était pas prisonnier, il était vraiment souverain de l'île d'Elbe.
Or, de cet argent, il n'en a jamais vu la couleur. La deuxième raison, c'est que à Vienne, lorsque les différentes monarchies se sont réunies pour décider du sort de l'Europe, il était déjà envisagé d'éloigner Napoléon parce que l'installer à l'île d'Elbe, à proximité des côtes italiennes et françaises, c'était peut-être un danger véritable avec des partisans qui étaient encore très vifs. Donc on envisageait de le mettre soit aux Açores, soit déjà à Sainte-Hélène. Et il en a eu vent, forcément. Donc il s'est dit, m'éloigner, ça voudrait dire faire une croix définitive sur toute ambition. Et la troisième raison, peut-être plus importante encore pour sa personne, c'est que des rumeurs d'empoisonnement ou d'assassinat grenouillaient autour de l'île d'Elbe et que l'éloignement de Sainte-Hélène, c'était peut-être dangereux, mais que si jamais un espion venait à l'assassiner, là, ça en était définitivement terminé pour tout espoir. Donc Napoléon revient en France en se disant qu'il va jouer un coup de poker et que ce coup de poker pourrait déterminer ses partisans qui sont peut-être encore un peu éloignés ou qui ne le disent pas tout à fait, eh bien, qu'ils soient derrière lui, ce qui va être un peu le cas jusqu'à Grenoble où il va être porté en triomphe. Mais justement, au sein de la population française, est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient le retour de Napoléon? Est-ce que dans le pays était encore divisé ou au contraire, il s'était donné aux Bourbons pour avoir enfin la paix? Alors, il y a cette paix qui est recherchée, évidemment, parce que Napoléon, c'est quand même l'héritier de la Révolution, et que cette difficulté qu'on n'arrive pas à résoudre, même si Napoléon a pris des formes, entre guillemets, monarchiques, en se faisant proclamer empereur des Français, personne n'est dupe. Il reste l'héritier de Robespierre, il reste l'héritier, finalement, de la Convention. Donc, cette guerre, les Français l'accueillent avec beaucoup de difficultés, et la paix, eh bien, ils l'appellent de leur vœu. Donc, en 1814... enfin, on est soulagé, on se dit Napoléon est parvenu à une certaine sérénité en restant à l'île d'Elbe. Or, que se passe-t-il? Louis XVIII arrive au pouvoir, la situation économique est catastrophique. La situation militaire, elle n'est pas tout à fait encore résolue. On se dit les Français pourraient avoir des velléités. Donc, tout le monde est un peu sur le pied de guerre. Et surtout, parce que la popularité de Louis XVIII, même si ça va être un bon roi ensuite, parce qu'il aura compris à la seconde partie de cette restauration qu'il faut compenser et qu'il faut composer avec les Français de cette révolution, à l'époque, il veut revenir finalement aux formes de la monarchie la plus extrême, ce qui sera le cas, on le sait, avec Charles X. Et donc, eh bien, tous ceux qui faisaient un espoir de paix et de sérénité se disent, mais finalement, c'est un roi qu'on nous impose, que l'Europe nous impose, alors que Napoléon, finalement, c'était notre destin en se disant, on peut devenir quelqu'un en partant de rien. C'est ça, Napoléon. C'est le symbole de, j'aime pas le mot, mais de self-made man. Celui qui est, même s'il a été dans les écoles royales militaires, est parvenu au fait de la gloire par son abnégation et par son travail. Et donc, c'est une fin de non-recevoir en se disant, il faut peut-être revenir à un espoir, à une tentative. Et Napoléon, lorsqu'il débarque, eh bien, il est porté vraiment au pouvoir parce que chacun se dit, mais et si on revenait à ce qu'on a envisagé lors de la fête de la Fédération, où chacun peut être frère et a vraiment dans sa besace la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais vous le disiez à l'instant, David Chantrane, c'est que Louis XVIII a compris, évidemment, donc la monarchie des Bourbons a été directement impactée à la fois par la bataille de Waterloo et par les 100 jours. Complètement. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Louis XVIII va continuer d'être entouré de personnages qui ont compté à l'époque de la Révolution et de l'Empire, qui va mettre en place ce qu'on va appeler la charte pour essayer d'aplanir les difficultés et les différentes recensions et les ressentiments entre chacun. Et surtout, la Légion d'honneur. C'est un symbole très fort. On aurait pu revenir uniquement avec l'ordre du Saint-Esprit, avec des ordres de chevalerie. Il garde la Légion d'honneur parce qu'il montre bien qu'il y a une continuité historique, alors que certains auraient voulu faire une parenthèse de cette période. Donc ça veut dire que Louis XVIII s'inscrit dans l'histoire et qu'il y a eu un épisode évidemment révolutionnaire et impérial. David Chantrane, le coût de la défaite de Waterloo est lourd pour la France qui doit payer des indemnités de guerre. Pendant combien de temps les conséquences de la défaite de Waterloo vont se faire sentir dans le pays ? Le coût est extrême, c'est-à-dire que les Français doivent payer un lourd tribut de guerre et surtout se montrer tout à fait différents de ce qu'ils ont prouvé auparavant, c'est-à-dire qu'ils doivent donner des gages et d'une certaine manière la France est sous protection et sous surveillance de la part du Congrès de Vienne. C'est pour cette raison d'ailleurs que Louis XVIII envoie Talleyrand pour négocier avec les coalisés alors qu'on n'est pas invité au départ dans la table des négociations et que Talleyrand par sa subtilité et le fait qu'il ait servi tous les régimes comprenne ces subtilités-là en essayant
essayant de faire en sorte que la France soit moins martelée par l'adversaire. Mais pour autant, le coût va être énorme. Alors que la situation économique va s'améliorer, la France est un peu sous surveillance. Il faudra attendre finalement beaucoup de temps, c'est-à-dire 1856, à la fin de la guerre de Crimée. Donc vous vous rendez compte, c'est très long. Il faut attendre 1856 pour que la France accueille de nouveau une réunion diplomatique chez elle à Paris, parce que Napoléon III, parce qu'il y a aussi des événements majeurs, et que entre-temps, la révolution de 1830 et 1848 a rebattu les cartes, et que cette Europe décidée à Vienne a montré que la France, il fallait composer non seulement avec, mais surtout, et qu'elle avait montré ses gages en payant son lourd tribut, et qu'elle avait montré aussi un certain équilibre politique. Un mot quand même sur la légende de Waterloo, celle qui entoure le général Pierre Cambronne, qui commande le dernier carré de la vieille garde. Après la défaite, il a été érigé en héros de la bataille, alors que, on peut le dire, son rôle n'a pas été vraiment déterminant. La France avait besoin de se trouver des héros après cette défaite ? Forcément. Forcément, lorsqu'on a une défaite aussi cuisante, comment faire en sorte que tout le monde soit à jeter au rebut et qu'il n'y ait rien à relever? Il faut des personnages auxquels on s'identifie. Et Cambronne en fait partie. Cambronne, c'était le fidèle entre les fidèles. Cambronne a accompagné Napoléon à l'île d'Elbe. Lorsqu'il revient, c'est lui qui sert d'avant-garde. Et donc, si jamais il y avait un coup de feu qui était tiré, c'était le premier qui prenait la balle. Donc Cambronne, il a montré sa fidélité. Qu'il soit valorisé à la bataille de Waterloo, finalement, c'est tout à fait évident. Il fait partie du fameux dernier carré, même si c'est très symbolique. Il est auprès de Napoléon pour le faire rentrer ensuite à Paris. Et Cambronne, même s'il n'a pas prononcé ce mot, par sa fidélité, par son abnégation, par son courage, véritablement, Cambronne aurait pu le dire. Et d'une certaine manière, s'il a pu dire, ou s'il avait pu dire ces mots, ça montre bien qu'il révèle tout un pan de ces soldats qui ont combattu de manière tout à fait désespérée, et que par son symbole même, eh bien, c'est aussi valoriser cette armée française qui était partie pour une bataille perdue d'avance. En 1819 est publié le premier volume des mémoires de Napoléon en exil sur l'île de Sainte-Hélène. Quelle version donne-t-il lui de la bataille ? Alors, il faut rappeler dans quel contexte ça se passe. Napoléon est là déjà depuis plusieurs années. On est en 1819, lorsqu'il a dicté depuis 4 ans ses mémoires à ceux qu'on appelle ses 4 évangélistes, donc Lascaz, Bertrand, Gourgaud et Montholon. Et avec les 3 derniers que je viens de citer, eh bien, il organise un système d'écriture, de dictée, pour raconter son histoire. Il se fait un peu historien, il se fait un peu historiographe de sa propre histoire, parce qu'il sait que de l'autre côté, en Europe, on a tendance un peu à l'oublier, et puis qu'il y a un seul son de cloche. Donc lui veut donner sa version des faits. Donc dans ces fameux mémoires qui racontent à la fois la campagne d'Italie, à la fois la campagne d'Égypte, et surtout les 100 jours, eh bien Napoléon donne les bons et les mauvais points. Il dit les erreurs, ça n'est pas moi qui les ai faites. Cette bataille a été lancée trop tardivement, mais parce que les circonstances, vous l'avez bien rappelé, météorologiques, des adversaires, m'obligeaient de faire ainsi. C'est pas vrai. Napoléon pouvait lancer les batailles bien plus tôt. Il l'a fait tardivement parce qu'il voulait que son dispositif soit en place, et surtout parce qu'il souffrait, lui, personnellement, de crises hémorroïdaires et puis de difficultés majeures qui vont l'emporter ensuite vers la tombe. Donc, à Sainte-Hélène, il rappelle exactement comment il aurait voulu que la bataille se passe, et c'est ce qu'il raconte. D'ailleurs, dans les premiers temps de ce mémoire, il explique qu'il y avait 3 possibilités, 3 tentatives, 3 options qui étaient permises, et il dit que la 3e, ça a été décidé par les circonstances, ce qui est tout à fait faux, mais il faut que la légende soit plus belle que la réalité, et c'est ce qu'il fait dans ses mémoires. Mais est-ce qu'on peut parler alors d'entreprise de falsification de l'histoire de la part de Napoléon ? Pas tout à fait, parce que Napoléon, dans ses premiers temps de Sainte-Hélène, a tendance à rêver d'un monde meilleur. Il s'est rendu compte qu'il a fait des erreurs. Il le dit d'ailleurs à son entourage, à Lascaz, à Bertrand. Il dit « j'aurais pas dû rétablir l'esclavage, je n'aurais pas dû considérer les Européens de la sorte, j'ai peut-être trop aimé la guerre », un peu à la façon de Louis XIV. Eh bien, il essaie de revenir en arrière pour donner des gages et surtout pour donner des conseils à ses successeurs et à ses héritiers. Et c'est ce qu'il fait dans le mémorial de Sainte-Hélène, c'est ce qu'il va faire aussi dans ses mémoires en disant « ayez une Europe unie, libérale, essayez de mettre à plat, même si vous avez des régimes politiques différents, essayez de mettre à plat vos différends, parce que justement, 2 puissances vont émerger, les États-Unis d'Amérique et la Russie, et si vous n'êtes pas unis, eh bien l'Europe va disparaître. » Pour terminer, et pour les historiens, qui est aujourd'hui le vrai responsable de la défaite de Waterloo ? La défaite de Waterloo, la responsabilité incombe aux Européens eux-mêmes.
parce qu'il faut rappeler que la France, qui s'était décidée à avoir un destin différent des autres, par la Révolution, par cette République qui est proclamée en septembre 1792, et puis par le destin fabuleux de Napoléon, qui va finalement installer avec 240 réformes une France, j'allais dire républicaine, avec des formes monarchiques, pouvait être acceptée. Mais ni les Anglais, qui étaient aussi déterminés à s'imposer sur les mers, ni surtout les coalitions qui étaient totalement déstabilisées par cette égalité que voulait imposer Napoléon, ne voulaient le laisser sur le trône. Donc c'était perdu d'avance, il était inadapté et surtout jamais accepté comme tel. Donc d'une certaine manière, à Waterloo, on a réglé les comptes. Mais finalement, ça n'était que repousser l'échéance en 1830, je le disais, en 1848 et à d'autres événements. Et bien finalement, le retour de Napoléon s'est fait dans les esprits parce qu'il y avait une idée, une volonté d'égalité chez chacun, ce qu'on retrouve encore aujourd'hui dans l'Europe actuelle. Merci beaucoup David Chantran de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la bataille de Waterloo. Vous avez publié Les 12 morts de Napoléon qui viennent de paraître en poche. Et puis, les chroniques des territoires, votre dernier livre, Comment les régions ont construit la nation, aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup. Merci. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.